Ça, c'est pas possible dans l'hôtellerie. Moi, ça me paraît complètement zinzin. On s'est senti très très mal par rapport à cette situation que nous avions subi de plein fouet, qu'il faut qu'on puisse parler la même langue hôtelière. On doit faire attention à nos hôteliers. Bonjour à tous les hôteliers. Nous sommes vendredi soir, il est 18h30 et votre PMS vient de planter. Et là, cerise sur le gâteau, vous avez promis à votre conjoint ou à votre conjointe de partir siroter des cocktails tout le week-end à la Baule. Si ça vous parle, c'est que vous êtes comme 93% des hôteliers qui, malgré cette mode de l'IA, ont besoin de parler à un humain au moment critique. On est aujourd'hui à l'hôtel Sixtine à Montrouge, qui est un client de Marjolaine et qui a bien voulu nous accueillir pour pouvoir shooter ce podcast. Alors, vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit en fond, c'est normal, c'est la vie d'un hôtel. Alors, avant de commencer, si vous regardez ce podcast, pensez à like en cliquant sur le petit pouce, mettre un commentaire, même si c'est juste pour dire bonjour Tony, bonjour Marjolaine. Parce qu'en fait, vos likes et vos commentaires font que la vidéo est propulsée et donc en fait, ça nous favorise dans l'algorithme. Marjolaine, salut. Bonjour Tony. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marjolaine, je travaille pour Hotel Partner Revenu Management. D'accord. Alors, on a un petit peu plus que ça. En fait, ce que je veux, c'est que les hôteliers qui nous regardent puissent comprendre un petit peu quel est ton parcours et en fait, pourquoi ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui est réellement parlant pour eux. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marjolaine. Okay. Je travaille pour une société qui s'appelle Hotel Partner Revenu Management. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé 20 ans dans l'hôtellerie, en exploitation d'hôtels. Je me suis mise au service, à ce moment-là, des clients et des équipes. Et là, mon objectif, depuis 2 ans et demi, c'est de me mettre au service des hôteliers. D'accord. Alors, justement, en fait, ce qui va m'intéresser là, c'est de commencer par parler un petit peu donc, de l'époque où tu étais hôtelière, oui. Et notamment de ton quotidien et des problèmes que tu pouvais avoir avec le support, ouais. Le fameux support client, qui va être un des gros sujets aujourd'hui. C'est un gros sujet, effectivement. Alors, je peux déjà peut-être te parler d'une anecdote que j'ai vécue un 15 août avec un surbooking à cause d'un PMS. Okay. Donc déjà, on pose le cadre, on voit l'ambiance un petit peu. Pour tous ceux qui ont travaillé sur des établissements en bord de mer, le 15 août, c'est quand même un sujet très critique. Et c'est quelque chose qui nous a généré énormément de problèmes, de l'insatisfaction client, gérer du délogement, gérer tout un ensemble de choses qui font que on s'est senti très très mal par rapport à cette situation que nous avions subi de plein fouet, étant donné que le problème ne venait pas de nous. Ça ne venait pas d'un problème humain, ça venait d'un problème technologique. Ouais. Suite à tous les problèmes que j'ai rencontrés en tant qu'hôtelière, je me suis fait le constat qu'un hôtelier ne devait pas subir ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à maintenant travailler de l'autre côté, en tant que prestataire, et dire on doit faire attention à nos hôteliers. Mais alors, tu vois, moi, un des trucs que je comprends pas, en 2025 par exemple, c'est qu'on a tout un tas de solutions hyper techno aujourd'hui. On a l'IA, on a ChatGPT, on a tout un tas de trucs qui sont formidables. Mais en fait, quand tu regardes en matière de support client dans ce genre de cas, là par exemple, typiquement, un 15 août, t'as pas grand-chose et on voit même beaucoup de fournisseurs qui, à partir de 17h, il n'y a plus personne qui est joignable. Pour toi, qu'est-ce qui fait que ça coince en fait? La problématique, elle est liée au fait que le paysage hôtelier a changé de manière très rapide. Là, je te disais, j'ai passé 20 ans en tant qu'hôtelière. Au début de ma carrière, les channel managers n'existaient pas. On fermait les dispos sur Minitel. Oui. C'est une réalité. Oui. Donc, on est passé de quelque chose de très simple en termes de technologie à quelque chose que même les hôteliers ont du mal à comprendre. C'est-à-dire, on leur vend une surcharge de technologie qui sont pas forcément à même de gérer. Donc, il y a cette problématique-là. Il y a la problématique aussi du fait qu'on est resté sur des horaires de bureau. Quand je dis on, c'est les prestataires, la plupart du temps, qui sont restés sur des horaires de bureau, avec du lundi au vendredi de 9h à 17h, ce qui ne répond pas du tout aux problématiques des hôteliers. Oui, puisque un hôtel, ça tourne du matin, enfin de minuit 1 à minuit, voilà, exactement. 7 jours sur 7. Qu'on a du personnel toute la nuit, C'est ça. Qu'on a des clients toute la nuit et toute la journée, qu'on a des arrivées très variables. On peut avoir des check-in très importants un vendredi soir, on peut avoir des moments beaucoup plus calmes. Donc les prestataires se sont pas, la plupart du temps, alignés
sur ces problématiques de rush ou de différence d'horaire par rapport à une société classique. Il y a aussi le fait que les sociétés, elles se sont développées très rapidement. On a des sociétés qui fonctionnent très très bien dans le milieu hôtelier, qui il y a 2-3 ans n'existaient pas, et donc on a des croissances qui sont très très importantes. Qui dit croissance ne dit pas forcément du personnel suffisant ou du personnel qui peut parler plusieurs langues. Oui. Et on a cette problématique-là. On peut avoir quelqu'un qui va parler notre langue, le français, de 9h à 17h, et puis à partir de 18h, quelqu'un qui va parler anglais. Sauf que, ok, on a du personnel qui parle anglais, évidemment, dans l'hôtellerie, mais là, on parle de technologie. Donc, il faut qu'on puisse parler la même langue hôtelière. Et dans ces cas-là, il nous faut quelqu'un qui parle véritablement français. Français et hôtelier. Et hôtelier, exactement. Il y a aussi le problème du processus d'escalade. La plupart du temps, on ne sait pas exactement comment sont gérées les urgences. Si on a un problème qui est vraiment bloquant, un PMS qui est en panne un vendredi soir, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on ne sait pas forcément. Oui, alors justement, tu vois, là on parle, tu vois, t'as le côté le PMS qui est en panne un vendredi soir, etc. Donc t'as un aspect, tu vas avoir un coût technique de résoudre ce bug-là, etc. Mais en fait, le coût réel pour l'hôtel, il est, parce que tout à l'heure tu parlais d'insatisfaction client. Mais en fait, il est potentiellement bien plus violent que juste « Oh, c'est un petit bug ». Ouais, il peut être vraiment très très violent. J'ai encore une anecdote parce que j'en ai au tellement. Tu penses bien qu'en si t'as des anecdotes, vas-y, je suis preneur. Quelques dizaines d'années, forcément, j'ai pas mal d'anecdotes. Et là, c'est le cas d'un hôtel en station de ski donc c'est une reprise d'établissement avec donc on garde le PMS d'avant, mais on garde pas le même channel manager. Donc en soi, sur le papier, tout va bien. Oui, les contrats sont signés, les interfaces devraient fonctionner, sauf qu'on sait très bien, je pense que les hôteliers qui nous écoutent et qui nous regardent savent très bien ce que ça implique. Et là, le channel manager envoyait bien les réservations, sauf que le PMS n'envoyait pas les disponibilités. Donc le channel manager continuait à vendre des chambres pendant qu'il n'y en avait plus du tout. Donc on s'est retrouvé avec un surbooking entre Noël et Jour de l'An, donc hôtel en station de ski, encore une fois. C'est un petit peu comme un hôtel en bord de mer le 15 août. C'est vraiment un sujet très très critique, donc on ne peut pas faire d'erreur, c'est impossible. Et là, cet hôtel s'est retrouvé avec un overbooking de 18 chambres, donc c'est un hôtel de 5 chambres, donc surbooking de 18%, et il a fallu gérer donc, des délogements en station de ski sur un établissement de catégorie équivalente ou supérieure à déloger, de l'insatisfaction client, anticiper des plaintes potentielles, et tout ça, quand on a fait le calcul mis bout à bout, on a comptabilisé à peu près 30 000 € de perte de chiffre d'affaires. 30 000 € de perte? Oui, oui. Ça va très vite. Ça va très vite. Ah ouais. Et on était sur, attention, là, on était sur une problématique de 3 semaines sans channel manager. Forcément. Oui, bien sûr. Donc là, voilà. mais tu vois, alors, sur les petites fiches, j'avais un chiffre que je trouvais très intéressant. C'est Amazon qui ont sorti ça. Comme quoi, un seul commentaire négatif. Donc là, effectivement, l'insatisfaction, j'imagine que tu as dû avoir malheureusement quelques commentaires négatifs qui n'étaient pas de ton fait. Mais un seul commentaire négatif, pour des produits qui ont au moins 100 avis ou plus, peut faire chuter le taux de conversion de 2 à 10% pendant sa période de visibilité. Donc effectivement, donc là, les 30 000 €, j'imagine que tu n'avais même pas comptabilisé les nouvelles résas potentielles que tu pouvais même pas prendre à cause de ces... Exactement. Oui, donc en fait, c'est potentiellement bien plus que 30 000 €. C'est potentiellement bien plus. C'est ce qu'on a pu comptabiliser. Oui, c'est ça. Et en fait, ça se trouve, on est à 3 fois ce chiffre-là, quoi. Peut-être. Ok. Concrètement, bon, là, on a vu un petit peu ce côté problème, mais en termes de solution, là, si moi, demain, je suis hôtelier, j'ai envie de dormir tranquillement ce week-end, toi, je sais pas, tu as une façon de faire, tu as une méthode, tu as une checklist, comment tu fais? C'est quoi tes recos? Alors là, pour commencer, je pense qu'il faut s'occuper des contrats existants. La première chose à faire, c'est s'occuper des contrats existants. D'accord. Donc, définir le SLA, Service Level Agreement, donc en fait le contrat qui a été signé avec les prestataires de services, et s'assurer qu'il y a un certain cahier des charges qui a été rempli dans le contrat. Donc, s'assurer qu'il y a un process d'escalade clair, comme on disait tout à l'heure, s'assurer qu'il y a des horaires, et éventuellement nommer un référent qui va gérer ça, qui va gérer tout cet aspect-là, l'aspect relationnel et administratif avec les contrats déjà existants. Commencez par l'existant avant de travailler sur les futurs potentiels nouveaux prestataires, pour être sûr qu'on a bien mis à plat tout ce qu'il faut avant, en amont.
D'accord, mais alors là, tu vois, dans les exemples que tu me donnes, bon, tu m'as donné quelques exemples, bon, effectivement, le SLA, avoir un référent, etc., mais tu ne me parles pas d'IA, du tout. Pas encore, on n'a pas encore parlé. Alors, évidemment que l'IA fait partie des supports des prestataires, et de plus en plus. On a intégré complètement l'IA dans l'hôtellerie. Ben, de toute façon, là, j'avais fait une petite étude avant, 80% des sociétés tentent d'utiliser l'IA pour améliorer leur support client. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est une volonté de la part des sociétés, de 80% des sociétés, de se mettre à l'IA. En réalité, il n'y a que 25% qui le font. Donc l'écart, j'ai envie de dire, il est logique. Il y a une question de confiance vis-à-vis de l'IA qui est relativement justifiée parce que si tu veux utiliser l'IA, il faut savoir bien s'en servir. Une IA mal configurée et mal gérée, c'est l'effet inverse de ce que tu veux. Ouais. C'est de la plainte, c'est des clients qui potentiellement ne comprennent pas du tout où ils sont arrivés. Donc il faut faire très très attention. L'IA, elle est là pour trier les tickets, trier les dossiers, faire de la préqualification. Elle n'est pas là du tout pour résoudre des problèmes importants, complexes, qui sont générateurs ou qui te font perdre du chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment l'utiliser de manière consciemment réfléchie pour être sûr qu'elle ne te nuit pas et qu'elle ne nuit pas au chiffre d'affaires. Mais tu vois, moi, après, pourtant, attention, je suis un énorme fan de l'IA, j'en parle tout le temps sur le podcast, je pousse tout le monde à l'utiliser. Moi, aujourd'hui, tu regardes mes onglets sur Chrome, j'ai 9 onglets sur 10, c'est des onglets de ChatGPT, Claude, Perplexity, Nano Banana, etc. Tu vois, mais c'est de l'utilisation personnelle. Moi, j'ai l'idée qu'à partir du moment où tu commences à utiliser l'IA pour ton support client, en réalité, tu n'es plus du tout guest-centric, tu n'es plus du tout en train de te focus sur le client, tu es en train de résoudre ton problème à toi de ta propre rentabilité. Et en réalité, enfin, tu vois, moi, j'ai eu une anecdote qui est absolument dingue. Il n'y a pas longtemps, je reçois un mail de la Poste qui me dit votre colis n'a pas été livré. Ok, pas de problème. Je vais sur leur site, impossible de parler à un humain, impossible de contacter qui que ce soit. J'ai qu'un pauvre chatbot à qui je dis mon colis n'a pas été livré, qui me dit je ne comprends pas de quoi vous parlez. et je tente et ça marche pas, etc. Et puis finalement, j'arrive à obtenir un numéro, je les appelle, je tombe encore sur une IA qui comprend pas mon truc, qui comprend pas le. Enfin, et en fait, tout ça, 20 minutes plus tard, quand j'ai finalement parlé à un humain, mais moi, ça fait 20 minutes que je suis dans le truc. Ouais. Et en fait, au moment où le gars décroche, je suis déjà bien chaud, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est un vrai problème qu'on a avec l'IA aujourd'hui quand on parle de support client. C'est qu'en fait, finalement, on n'est plus en train de s'occuper du client. On est en train de s'occuper de soi-même. Exactement. Ouais. Et il faut savoir que si c'est bien configuré, en revanche, tu as 25% de gain de temps sur l'IA. Et quand on sait que les hôteliers, leur temps, c'est la ressource la plus importante, c'est aussi à prendre en compte. Les hôtels qui sont prêts à se mettre à l'IA, s'ils peuvent se faire accompagner là-dessus, ils peuvent gagner énormément de temps. Mais c'est vraiment du concret. Par exemple, un oubli de mot de passe. Ça, j'avais demandé si tu avais des exemples concrets là. Voilà, un oubli de mot de passe, ça fonctionne très très bien. Pour le coup, on a tous été confrontés à des problèmes où on doit appeler un serveur ou recevoir son mot de passe par la poste. Non, ça c'est pas possible. On peut plus avoir ce genre de choses. Donc sur des choses très concrètes et de la préqualification, encore une fois, c'est là que l'IA va vraiment aider l'hôtelier à gagner du temps et ensuite passer plus de temps sur son équipe et ses clients. D'accord, mais donc effectivement, là tu me parles d'un concept qui est intéressant, qui est cette différenciation du type de support. Tu vois, tu as le support technique, donc mot de passe, etc. Et tu vas avoir un support typiquement métier. Parce que là, une IA, elle va jamais pouvoir, je sais pas, imaginer une stratégie de marketing ou une stratégie de revenu management pour un hôtelier. Où elle va faire des trucs bateaux. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et tu pourrais rentrer un peu plus dans le détail sur quelle est la différence concrète entre ces deux types de trucs-là ? Oui. Alors, le support, c'est la plupart du temps géré par une IA ou par une équipe. Ça peut être aussi l'humain, mais on va dire la plupart du temps, ça va être géré par une IA. Et c'est vraiment, ça résout des problèmes techniques ponctuels. D'accord. C'est tout. Après, l'accompagnement métier, comme son nom l'indique, il y a un métier. Donc, il faut que la personne qui accompagne l'hôtelier connaisse les problématiques de l'hôtelier,
connaissent le métier. Donc tu vois, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de se mettre à la place de l'hôtelier dans un accompagnement humain et métier, ça ne peut pas marcher. Donc un accompagnement métier, c'est on résout des problèmes complexes qu'une intelligence artificielle n'est pas capable de résoudre. Oui, mais là, justement, ça demande non seulement d'avoir un humain, mais en plus d'avoir un expert métier. Exactement. Et alors, tu vois, ça me fait penser à une autre question, parce que on voit, alors peut-être il n'y a que moi qui le vois, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une grande tendance sur le marché, on voit beaucoup d'hôteliers qui sont très réfractaires au changement. Ils veulent pas changer de PMS, ils veulent pas changer de channel manager. Ça va être plus simple sur des plus petits outils comme un chatbot et encore... en fait, non. Mais je vois qu'ils sont réfractaires au changement. Est-ce que tu penses que c'est principalement aussi à cause de ce côté support, de dire, en fait, ça marche très bien avec mon équipe actuelle, je veux pas switcher et puis avoir personne, typiquement l'exemple que je donnais en intro, le vendredi soir, mon PMS a planté et 18h30, faut que j'y aille. Mais moi, je vais te dire quelque chose. En fait, je trouve ça totalement normal que les hôteliers ils soient réfractaires au changement. Il faut les comprendre, il faut se mettre à leur place. J'ai discuté avec une hôtelière il y a pas longtemps qui me dit qu'elle veut changer de channel manager. Elle n'arrive pas à joindre son channel. Elle n'est pas en mesure de joindre qui que ce soit. Tu veux dire son channel actuel? Actuel. Qui que ce soit d'humain pour non seulement vérifier si son contrat est encore en cours, elle ne connaît pas ses dates de fin, elle ne connaît pas quel est son SLA vraiment clair et précis, elle n'arrive à joindre personne. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, si, en tant que prestataire, on n'est pas capable d'assurer une continuité de service, les hôteliers n'aient pas envie de changer. Donc, il faut les comprendre aussi. Des fois, il vaut mieux rester dans quelque chose qu'on connaît mais qui nous plaît pas, plutôt que changer pour de l'inconnu. Oui. Mais alors, parce que tout à l'heure, tu m'as donné un petit peu 2-3 idées générales. Maintenant, je te connais très bien depuis de nombreuses années. Je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement organisé et je suis à peu près sûr que quand tu étais hôtelière, tu avais aussi tes petites checklists, tes petits trucs, etc. T'as toujours quelque chose comme ça, une espèce de super checklist ou pour ce sujet-là précis? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors bon, déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup faire des petites listes. Oui, ben je sais, je te connais. Et c'est effectivement parti d'une réflexion qu'on s'est fait chez Hotel Partner par rapport à une checklist qui existe déjà, qui est déjà existante, qui a été créée par Thaïs PMS. Oui, alors, Aurélien, Alicia, aussi, alors, je pense que... Puis, si jamais, vous les aviez déjà vus dans ce podcast. Voilà. Si jamais nos auditeurs ne les connaissent pas, on peut en parler rapidement. C'est un PMS français qui existe depuis une vingtaine d'années et c'est un PMS qui est interfacé avec énormément de solutions et c'est un PMS sans prise de tête. Voilà. Ouais. Marjolaine vient vous parler de Thaïs PMS. Alors, si vous les connaissez pas, vous pouvez regarder sur la chaîne. Il y a quelques épisodes, j'ai eu la chance de recevoir Aurélien et Alicia qui m'ont parlé de la refonte de leur PMS. Un épisode passionnant. Marjolaine, excuse-moi, vas-y. Donc, tu parlais de la checklist qu'ils ont créée pour changer de PMS, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est facilement téléchargeable sur le site web. Ça t'ouvre un document que tu peux imprimer et cocher, en fait, selon tes propres critères. Donc tes critères de prix, tes critères d'interface, etc., en fonction de ce que tu veux quand tu décides de changer de PMS. C'est 7 points à vérifier, très simples et vraiment très pratiques. Donc, on est parti de cette idée de checklist et on s'est dit, voilà, il y a quelque chose qui nous manque fondamentalement dans cette checklist, c'est l'aspect humain. C'est pas gênant pour un changement de PMS et je comprends tout à fait la démarche de la part de Thaïs d'aller sur quelque chose de beaucoup plus technique. En ce qui nous concerne, en tant que prestataire hôtelier, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre en avant l'accompagnement humain. Donc, on a décidé de créer notre propre checklist en 10 points. D'accord. Voilà. Qui est inspirée de celle que tu avais, justement, ce que tu me disais en tant qu'hôtelière. Absolument, tout à fait. Et tu peux nous la partager, ou peut-être tu pourras nous la partager en fin de podcast? Oui, avec plaisir, plaisir. C'est vrai qu'on a parlé là beaucoup du support, de pourquoi ça bloque, la différence avec l'IA, etc. Maintenant, bon, tu nous disais au début du podcast que toi, donc, t'as pas quitté l'hôtellerie, mais t'as quitté le métier d'hôtelière. Et que tu avais donc intégré les équipes d'Hotel Partner. Est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour m'expliquer un peu pourquoi ce changement et pourquoi c'est différent et en fait pourquoi on parle du support humain, toi et moi, aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc je suis l'ambassadrice d'Hotel Partner pour la France et les marchés francophones. D'accord. Donc c'est une société qui existe depuis 2006 et dont l'objectif est de faire en sorte que l'hôtel soit le meilleur sur son marché. L'Hotel Partner est un partenaire de service actif qui se met au service des hôteliers.
Donc, on a un parti pris, c'est pas de technologie sans humain et pas d'humain sans technologie. Donc, notre philosophie, elle est basée sur les résultats et la réussite de l'établissement. D'accord. Voilà. Sur la première année de partenariat, on est sur des augmentations de revenus entre 15 et 30%, voilà, dès la première année. Wow. Mais ça parce que ça marche avec l'humain et la technologie. Voilà. D'accord. Et donc, concrètement, vous faites quoi? Concrètement, on fait du revenu management Ouais. et de la distribution. Donc, on a notre propre channel manager, notre web booking engine, moteur de réservation pour voilà, notre système de revenu management, un rate shopper qu'on connecte au PMS de l'hôtel, et ensuite on fait des visios hebdomadaires et on fait fonctionner la technologie jour et nuit, 24 heures sur 24, et il y a des changements qui s'opèrent toutes les 4 minutes. Wow. Et donc, vous avez une visio hebdomadaire. Donc, en fait, c'est ce que tu disais. Il y a vraiment ce côté très humain. Vous êtes très proche des hôtels. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a combien d'hôtels qui collaborent avec Hôtel Partner? Il y a plus de 500 hôtels dans toute l'Europe. Wow. Good. Oui. Magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette petite aparté sur ce que tu fais aujourd'hui. Alors, tu parlais justement des résultats, etc. Et je me demandais quels seraient les indicateurs à surveiller dans le cadre justement d'un support pour te dire, OK, ça c'est un bon support, ça c'est un mauvais support, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Est-ce que toi, tu as un peu des indicateurs que tu adores? Les plus importants, les plus saillants, c'est s'assurer du taux de réponse à partir du moment où l'hôtelier fait une demande à un prestataire, avoir le taux de réponse et le temps de réponse. Donc le taux de réussite au niveau de la réponse et le temps de réponse. Après, la deuxième chose, c'est s'assurer que la résolution, le temps de résolution n'est pas trop long, parce qu'il y a la réponse, qui peut être une réponse automatique en plus, et il y a la résolution du problème. On en parlera un petit peu plus tard, si tu veux, dans le détail, justement sur la checklist. Mais ça, c'est les premiers points à vérifier en priorité. Ensuite, il faut vérifier aussi le nombre de tickets qui ont été évités, grâce à un support humain, grâce à de la prévention. Donc tout ça, il faut vérifier que le nombre de tickets est en baisse, à partir du moment où on a mis en place tout ce qui va bien pour que tout ça soit évité. Okay. Et après, il y a le coût du support. Et on doit vérifier si le coût du support versus le revenu sauvé est bien balancé, est bien équilibré. Quand tu parles du coût du support, tu parles du coût pour le fournisseur ou pour l'hôtelier? Du coût pour l'hôtelier, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc d'avoir un coût spécial pour avoir un support plus que simplement une IA qui va simplement dire je ne comprends pas, votre colis n'a pas été livré, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Bah alors justement, bon là, c'est la deuxième fois que tu me teases la checklist. Tu peux me la partager? Est-ce que tu serais d'accord ici d'en parler un petit peu ou Oui, bah bien sûr, oui, on peut en parler. Donc il y a 10 points. Donc et après, bon, on pourra la partager avec plaisir. Hein. C'est au contraire, je veux dire là, c'est quelque chose qui est ouvert et qui peut servir au plus grand nombre. Donc bien sûr, avec grand plaisir, tout le monde pourra la voir. La première chose à vérifier, ça va être tout ce qui va être couverture et disponibilité. Tout à l'heure, on parlait de la disponibilité et des horaires de bureau versus les horaires de l'hôtellerie. Donc, s'assurer que la disponibilité, elle est réelle et qu'on n'atterrit pas sur une ligne d'urgence où la personne soit ne nous connaît pas, soit ne parle pas dans notre langue. Donc ça, c'est une des premières choses à vérifier. Quand on va signer un contrat, c'est un contrat qui engage les deux parties. Bien évidemment. Donc forcément, si nous, on veut mettre des critères, c'est pas un problème. Enfin, après, à partir du moment où le prestataire est d'accord pour mettre des critères. Mais... Et puis j'imagine que ça dépend. Enfin, moi, tu vois, j'ai un passé avec du CRM, du site web, etc. C'est moins critique qu'un PMS qui plante. Exactement. Typiquement, si un dimanche soir, ton CRM fonctionne plus, c'est pas dramatique. Bien sûr. Voilà. Mais à partir du moment où c'est su... C'est ça. C'est le plus important. Donc voilà, les horaires. Point 1, ok. Horaires, disponibilité, les fuseaux horaires aussi. Oui, c'est évident ce que tu me dis, mais... Voilà, en théorie. C'est toujours pareil. C'est ça, en théorie, mais c'est un truc à vérifier. Tout à fait. D'accord. Voilà. Ensuite, sur la deuxième chose à vérifier, c'est confirmer l'accès rapide à un humain. À partir de quand, en tant qu'hôtelier, je peux avoir un humain qui va correspondre avec moi? Quand tu dis à partir de quand, tu veux dire pour quel type de cas ou à partir de combien d'échanges? Alors, exactement, c'est ça. En fait, il va falloir déterminer si la demande nécessite d'avoir accès à un humain tout de suite, par exemple. On parlait tout à l'heure de l'IA qui faisait de la préqualification de tickets. Oui.
Eh ben, exactement, typiquement dans ce genre de cas de figure, le mot de passe oublié, c'est quelque chose qui peut être préqualifié et géré par une IA. Un problème de PMS qui plante un vendredi soir, c'est une urgence, et donc il faut évidemment qu'il y ait un processus d'escalade très clair qui amène directement vers un humain. Mais on est d'accord qu'effectivement, là, typiquement, moi, demain, j'ai oublié mon mot de passe, ça me saoule de devoir trouver le numéro, d'appeler, de parler à quelqu'un, de m'identifier, de lui dire « Oui, je suis Tony Leb, voilà mon lien, une IA, là, je suis bien content. » Exactement. Donc, en fait, tu as vraiment ce juste milieu, et on revient à ce que tu disais sur un support purement technique et un support métier. C'est ça, exactement. Okay. Et s'assurer, en dernier lieu, qu'il y a une absence de surcoût. Parce qu'on voit beaucoup chez les prestataires une formule premium, où là, on a accès à un humain directement, ou une visio, ou quelqu'un 24 heures sur 24, etc. Ça, c'est pas possible dans l'hôtellerie. Je veux dire, c'est soit on a un contrat qui est fixe et déterminé, soit rien. Mais on peut pas demander à l'hôtelier de payer un surcoût pour avoir accès à un humain. Enfin, moi, ça me paraît complètement... zinzin. Pardon. Tout à l'heure, tu disais 1, 2, 3, mais on n'en était qu'au point 2. Donc là, je vais attaquer le point 3. 1, 2, 3, c'était les sous-points du point 1. C'était les sous-points, ouais. J'avais pas du tout... Ah oui, la checklist, elle est bien dense. Hein, oui. Donc, le point numéro 3, c'est identifier un référent attitré et une continuité. Donc, le référent attitré, ça peut être une équipe, hein, c'est pas forcément une seule personne. Oui, sinon c'est un peu compliqué. Sinon, c'est un peu compliqué, mais s'assurer qu'il y a une continuité de service dans le cas où cette équipe ou ce référent est en vacances, est en arrêt maladie, est parti de l'entreprise aussi. Ça peut être un départ d'entreprise. Complètement. Donc ça, il faut faire attention qu'il y a toujours une continuité de service, qu'on a toujours accès à l'historique des tickets. D'accord. Qu'on parle à la bonne personne et qu'on a une personne, de la même manière, qui parle toujours la même langue que nous. Dans le même fuseau horaire. Dans le même fuseau horaire. Donc, tu vois, c'est aussi imbriqué dans tous ces... Quand même. Mais oui, parce qu'effectivement, la personne, elle part de l'entreprise ou juste elle part en congé ou peu importe. Il faut que son remplaçant, en fait, ait accès à tout ton dossier, tout ton historique. C'est ça. Voilà, il te repose pas 36 milliards de fois les mêmes questions. Ouais. Oui, d'accord. Oui, ça semble assez logique. Ça semble logique. Ouais. Mais bon. Vas-y. Le point 4, c'est s'assurer de la formation initiale et continue. On sait très bien qu'il y a un turnover important dans l'hôtellerie. Donc, la formation initiale, elle doit être faite au plus tard 15 jours après l'onboarding de la solution. Mais derrière, on a du personnel qui va changer. Et ça, il faut au moins qu'il y ait soit un support, une documentation pour ce nouveau membre du personnel, ou une petite formation en visio ou en physique. Ça, c'est selon les disponibilités de chacun. Mais en tout cas, s'assurer que tout le monde connaisse l'outil. Connaisse le numéro d'urgence. Par exemple, un night qui est là depuis 6 mois, mais qui n'a jamais eu les numéros d'urgence pour le PMS, qui ne sait pas où les trouver, qui se retrouve avec un PMS en panne à 2 heures du matin, ça peut pas arriver. Non, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le point qui est aussi très, très important. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est vrai que ce point-là, moi, je me rendais pas compte, il y a des années de ça, dans les premières sociétés que j'ai créées, parce qu'effectivement, je me rendais pas compte du turnover. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis retrouvé, mais c'est pas possible. J'ai une équipe qui passe son temps à reformer les réceptionnistes, les nights, etc., sur les solutions que j'avais développées. Et je dis, mais c'est impossible. Et donc, on avait dû faire tout un système de vidéos pour leur mettre à disposition. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Côté fournisseur aussi, hein, pas que au côté hôtelier. Bien sûr, oui, mais il faut en être conscient en tant que prestataire qu'on va aussi avoir d'autres interlocuteurs. Évidemment. Donc, ça fait partie du job aussi, en tant que prestataire. Oui, mais là, je crois qu'en fait, tu viens de rendre un grand service, non pas que aux hôteliers, mais à tous ceux qui vont lancer des boîtes. Oui. Tu es en train de leur définir comment devrait être leur support, quoi. C'est vrai, mais pourquoi pas à la rigueur? Parce que moi, l'objectif, c'est que tout le monde s'améliore dans l'histoire. Complètement, on sera tous gagnants. Le point numéro 5, c'est tester la réactivité initiale. C'est-à-dire, on fait une demande classique et on voit le temps de réponse. On en parlait tout à l'heure. La différence entre les problèmes bloquants, les problèmes standards et les problèmes de mots de passe. Ça, je passe parce qu'on en a déjà parlé. Oui, tout à fait, un petit peu plus tôt dans le podcast. Il faut aussi s'assurer qu'il y a une cohérence entre les différents canaux. Alors là, c'est-à-dire C'est-à-dire que l'hôtelier peut communiquer de différentes manières avec le prestataire. Ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, ça peut être par WhatsApp, ça peut être par live chat aussi. Oui, j'ai compris. Tu veux dire les différents canaux pour pouvoir accéder au support. Oui, exactement. D'accord, ok. Moi, ça m'est arrivé en tant qu'hôtelière de contacter un PMS, une société de PMS, par mail, avoir une réponse, et les contacter par téléphone et avoir une autre réponse. Je peux te dire que c'est très, très frustrant. Ah, c'est pas mal. Parce que quand je les confrontais, ces deux personnes, je leur demandais quelle était la vraie réponse. Donc ça, c'est des réalités du terrain. D'accord. Donc, en tant que prestataire,
on est obligé d'apporter une réponse unique, quel que soit le canal et quelle que soit la personne qui a répondu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais oui, c'est un sacré challenge quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ok. Le point numéro 7, c'est s'assurer de la transparence et du suivi, c'est-à-dire que l'hôtelier doit avoir accès à tout l'historique de suivi. Qu'il y ait, comme on disait, des gens qui soient partis, des prestataires qui soient partis, des gens qui soient en vacances, etc. Donc soit par un Excel, si on n'a pas une plateforme qui nous permet de centraliser les tickets, mais en tout cas avoir l'accès à tous les tickets depuis le début, et les tickets résolus, les tickets en cours, où on en est, etc. dans tout ce process-là. Ok. C'est la checklist parfaite, non? C'est vraiment la checklist. Moi, je l'appelle la checklist de l'hôtelier heureux. Ah non, mais attends, honnêtement, tu prêches un convaincu. Elle est extraordinaire. Non, ce que tu voyais en mode wow, c'est que je me dis la quantité de sociétés, et là je parle pas que dans l'hôtellerie, mais de manière générale, aujourd'hui, la quantité de sociétés qui ne fournissent pas ça. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai que plus je t'écoute et plus j'entends chacun de tes points, et plus je me rends compte, ah bah oui, ce point-là, ça m'aurait évité ce problème, ça m'aurait évité ce problème, ce problème. Et effectivement, ça devrait être un prérequis, tu vérifies tout ça, quoi. C'est ça, tout à fait. Ou en tout cas, tu es conscient qu'il y a certains points qui ne rentrent pas dans la checklist, mais au moins tu en es conscient. C'est ça. Quand je dis tu vérifies, ça ne veut pas dire que tout doit être parfait. Bien sûr. Mais tu sais que, ok, je vais acheter cette voiture, je sais qu'elle ne peut pas faire ça. Et donc, je ne m'attends pas à ça. Ouais. Tu sais, c'est le fameux truc, en marketing, on parle toujours de cette fausse promesse. Tu sais, tu dis à quelqu'un, tiens, tu vas avoir une voiture de sport, tu lui amènes une 2 chevaux. Oui. Il est fâché. Tu lui dis, tiens, tu vas avoir une petite voiture, une vieille voiture pour vivre le Paris des années 50, tu lui amènes une 2 chevaux. Voiture de collection. Voiture de collection. Là, le gars, il est aux anges. C'est toujours le côté fausse promesse. Mais c'est sûr que si tu sais que tu signes un contrat avec un mec, mais il te dit, non, ça, vous l'aurez pas. Ouais. T'es pas fâché. C'est ça. Bon, bref, je t'ai coupé. Vas-y, termine. Donc, le point numéro 8, c'est comprendre la gestion des urgences. Comme on disait, il y a la première chose, c'est la prise de contact, la demande qui peut se faire quel que soit le canal. Mais après, il y a la résolution du problème. On peut appeler quelqu'un, le prestataire peut être très très réactif dans sa réponse en disant « oui, je prends votre sujet très au sérieux, je m'en occupe », et puis avoir une réponse 24 heures après. Il y a vraiment deux aspects qui sont très différents. Le temps de première réponse et le temps de résolution des urgences. Donc de la même manière, on est sur 3 critères. Immédiat en cas de blocage vraiment extrême, moins de 24 heures en cas de problème, par exemple sur un canal, sur un channel manager. Et puis après, on est sur des demandes classiques de formation, des ouvertures de tickets pour des demandes spécifiques. C'est ça. Voilà. Tu sais que j'ai eu un truc assez rigolo là. Parce que j'ai un problème avec le service client Amazon sur une de mes boîtes et avec vraiment un truc qui est impossible à résoudre. Et donc, et c'est reparti chez eux plusieurs fois. Je leur ai remonté en disant maintenant, regardez, le problème est chez vous, chez vous. Et donc là, ça fait à peu près 4 mois que le ticket est ouvert. Toutes les semaines, je reçois un mail automatique disant qu'ils ne m'ont pas oublié, que le truc est toujours en cours d'étude. Mais c'est marrant, chaque semaine, je me dis, tiens, mon ticket est toujours pas mort. Ouais. Et ça fait un petit effet, genre, bon, ok. Finiront par résoudre le problème un jour. Oui, non, mais moi j'ai aussi une anecdote que un jour un prestataire qui me contacte en disant « je suis votre interlocuteur, je vais prendre votre sujet, ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous ». J'attends toujours. Ah oui, non, là c'est l'opposé. Donc voilà, c'est aussi, encore une fois, c'est répondre à une vraie promesse. C'est pas juste des belles paroles. Une fois qu'on signe un contrat, on doit s'engager des deux côtés. On est d'accord. Le point numéro 9, c'est les indicateurs de performance. Donc, la résolution des différents tickets, les pourcentages de réussite, le taux de réponse, le temps de réponse entre les tickets, etc. Tout ça, ça peut être, par exemple, compilé sur une plateforme ou même sur un Excel et demander ça régulièrement aux prestataires. Bien sûr. Tous les mois, tous les 2 mois, peu importe. Mais en tout cas, avoir des chiffres. Et en cas de baisse de performance, avoir un plan d'amélioration. Oui, et en fait, ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, même ça a poussé le prestataire à mettre... Parce qu'en fait, je suis sûr que tu as plein de prestataires qui n'ont pas ces chiffres-là en interne. Exactement, c'est ça. Donc, ça permet aussi aux prestataires de s'améliorer. Exactement, et on y gagne tous, comme tu disais tout à l'heure. C'est de l'amélioration continue. C'est ça. Le point numéro 10, pour finir, donc c'est négocier une période test, dans l'idéal, et aussi une clause de sortie. Oui. Donc, la période test, par exemple, on dit que les premiers mois sont des mois pour pouvoir... s'assurer que ça nous plaît, que la solution nous plaît.
Je sais que c'est très compliqué pour un prestataire d'entendre ça, mais en tout cas pour un hôtelier, c'est aussi un moyen d'être assuré. Ça permet d'être sûr que ça nous convient, que ça convient aux équipes, que ça convient au quotidien aussi de l'hôtel. Parce que des fois, la solution qui est vendue, elle peut être peut-être très très belle sur le papier, mais c'est pas forcément ce qui convient, ne serait-ce qu'aux équipes en réception ou aux équipes qui vont devoir l'utiliser au quotidien. Ça, c'est vraiment important. Mais tu vois, alors, sur ce point-là, et là, c'est le fournisseur hôtelier qui l'a aidé pendant 20 ans qui te répond, mais tu vois, il y a des fois, ton fournisseur, il peut investir énormément sur le setup, et en fait, tu vois, moi, je sais que la plupart des solutions que j'avais, je gagnais pas 1 euro avant, des fois, jusqu'à 18 mois. Tu vois, tellement le setup était coûteux. Ouais. Tu vois, mais pourtant, c'est vrai que je faisais pas de période d'engagement, etc., mais parce que j'étais confiant. Mais tu as une prise de risque qui est quand même assez conséquente. Et tu vois, des fois, j'avais le sentiment que les hôteliers, pour eux, c'était normal. Et ils se rendaient pas compte que non, attends, je vais investir énormément d'argent. Et en fait, tu vas me rapporter 1 euro dans 18 mois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je pense que les hôteliers doivent aussi réaliser que c'est un effort, ça, par contre. Mais oui, absolument, tu as raison. Mais en l'occurrence, investir pour un hôtelier, ça me paraît normal. C'est-à-dire que c'est normal d'investir pour un hôtelier. Et ensuite, bon, effectivement, le prestataire, il est quand même là pour gagner de l'argent. Ça, c'est normal. Mais si la solution ne convient pas à l'hôtelier, ça paraît logique de se désengager d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Et quand on voit qu'il y a certaines solutions qui demandent de signer des contrats sur 36 mois, honnêtement, en 2025, ça me paraît absolument aberrant. C'est plus en corrélation avec ce qu'on voit maintenant, où on est des générations qui veulent vraiment passer d'une solution à une autre de manière très rapide et facile aussi. Et donc, ça nous amène au dernier point du 10e point, qui est la clause de sortie, pouvoir négocier une clause de sortie de manière facile, même au bout de 18 mois, 2 ans, etc. Et pas attendre 3 mois pour pouvoir sortir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des recommandés pour sortir d'un PMS et attendre 6 mois pour pouvoir sortir d'une solution de PMS, alors qu'on était en conflit avec cette société de PMS, donc que personne n'y trouvait un avantage. Donc ça, c'est important aussi. Mais tu vois, sur ce point-là, et là, je m'adresse plutôt aux fournisseurs, encore une fois. Donc, quand un hôtelier ne veut pas rester avec vous, pour X raisons, en fait, il faut le laisser partir. Parce que le fait de tenter de le verrouiller, en fait, vous allez juste avoir un client qui va finir par partir, il va y arriver, mais il va partir fâché et il va vous faire de la mauvaise pub. Et pour le coup, pour avoir travaillé dans la satisfaction client avant, un client fâché parlera en moyenne à 15 personnes d'une expérience négative. Donc, en fait, ne pas laisser partir un hôtelier, c'est potentiellement avoir 15 hôteliers qui vont entendre du mal de votre société. Donc ça, pour le coup, je te rejoins. Bon, en tout cas, ta checklist, elle est absolument canon. Merci. Si tu es d'accord de mettre un lien pour qu'on puisse la télécharger. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Eh ben, c'est génial. Et alors là, je m'adresse juste à vous, si vous regardez, vous en êtes toujours là dans le podcast, si vous pouvez vous abonner. Aujourd'hui, en fait, on a 95% des gens qui regardent le podcast qui viennent principalement des newsletters qu'on envoie ou du bouche à oreille. Mais on a besoin en fait que vous puissiez vous abonner à la chaîne de manière à ce que, encore une fois, YouTube puisse propulser la chaîne et propulser les vidéos auprès de tous vos confrères hôteliers. Donc voilà, si vous pouvez cliquer sur le petit bouton « Vous abonner », je vous en remercie d'avance. Marjolaine, dernière question pour terminer ce podcast. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin la période que tu veux, comment tu vois le futur du support hôtelier? Est-ce que les choses vont dans une bonne direction? Est-ce que ça va changer? Enfin, c'est quoi ta vision sur ce sujet? Je pense qu'on va pouvoir beaucoup plus amener l'humain en utilisant l'IA de manière intelligente. D'accord. Voilà, comme on ne sait peut-être pas encore tout à fait le faire, et encore on commence à voir des sociétés qui arrivent et qui justement aident l'hôtelier au quotidien à gérer des problématiques simples. Là, l'idée, c'est peut-être d'utiliser l'intelligence artificielle prédictive, comme on l'utilise beaucoup en revenu management déjà, mais là, vraiment pour l'hôtelier. Quand tu parles d'intelligence artificielle prédictive, si tu peux clarifier pour ceux qui sont moins familiarisés avec le sujet que toi et moi. Bien sûr, ça permet d'anticiper les différents incidents. D'accord. C'est-à-dire que, au lieu de résoudre un problème qu'on a rencontré et se dire on essaiera de jamais plus avoir jamais ce problème-là, l'avantage d'une IA prédictive, c'est qu'il y a derrière une machine qui va apprendre. À chaque fois qu'un incident va se produire,
dans l'hôtel en question ou dans les autres hôtels, parce que ça peut être aussi voilà, la machine, l'intelligence artificielle, on peut lui faire apprendre des nouvelles choses dans l'écosystème complet. Eh bien, ça permet à cette intelligence artificielle de faire de la prédiction de potentiels incidents. Donc là, on n'est plus sur on résout des problèmes a posteriori, mais on résout des problèmes a priori. Et oui. Là, on y gagne en efficacité de manière très importante. D'accord. Donc effectivement, pour toi, le futur va être aussi que l'IA va anticiper tout un tas de problèmes, oui. Les pré-résoudre avant que ça arrive. C'est ça. Et qu'on aura vraiment des humains pour les vrais problèmes métiers et techniques. C'est ça. On remet l'humain. Enfin, technique, métier, pardon. Métier, voilà. On remet l'humain au centre des priorités. C'est ça. Et l'intelligence artificielle est utilisée pour aider cet humain à rendre le quotidien de l'hôtelier plus simple. Merci Marjolaine, c'était passionnant et ta checklist, je l'ai trouvée vraiment absolument superbe. J'espère qu'on n'a pas trop dérangé parce que c'est vrai qu'on a un peu fait un chantier là pour pouvoir faire ce podcast à l'hôtel. Oui. Donc non, non, on n'a pas dérangé, au contraire. L'objectif aussi, c'était de tourner un épisode dans un endroit réel, ouais. Qui est un établissement. C'est un très bel hôtel qui s'appelle l'Hôtel 16, qui est situé à Montrouge, qui est un de nos hôtels partenaires. Pourquoi Quand tu dis hôtel partenaire, il utilise tes services chez Hôtel Partenaire. Tout à fait, parce que nous, on n'a pas des clients, on a des partenaires. Parce qu'on est des partenaires l'humain, de service. Encore une fois, exactement. Le support, l'humain. Et d'ailleurs, petite aparté, c'est un établissement qui est en train de passer 4 étoiles. Donc déjà qu'il est très beau maintenant, il va être encore plus beau. C'est toujours bon à savoir. Et ça me paraît indispensable comme on parle de prestataires hôteliers et d'humains, c'est de tourner dans un établissement qui existe. Et donc peut-être que vous avez entendu un petit peu de bruit, c'est pas grave, c'est la vie d'un hôtel. C'est ça. Et puis écoute, le jour où il sera 4 étoiles, on reviendra. Voilà, je serai ravi de t'interviewer à nouveau sur un autre sujet, parce que je sais qu'il y a toujours plein de choses hyper intéressantes à raconter. Je suis très régulièrement tes petites vidéos sur LinkedIn que j'adore. Merci. Donc, si jamais vous voulez contacter Marjolaine, que ce soit par rapport à des questions pour elle ou même pour en savoir plus sur Hôtel Partner, comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Alors, il y a plusieurs moyens. Si vous voulez, c'est moi qui réponds au live chat sur le site web d'Hôtel Partner. C'est vraiment l'humain et le support jusqu'au bout. J'ai d'ailleurs une petite anecdote sur ça, si on a encore un petit peu le temps. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Il y a une hôtelière, donc une hôtelière partenaire qui a contacté Hôtel Partner sur le live chat et ne savait pas qu'elle s'adressait à une humaine. Donc, elle a écrit de manière un petit peu... on va dire comme si on s'adresse quand on s'adresse à ChatGPT, et je lui ai répondu je veux ça, dépêche. J'ai répondu très bien madame, donnez-moi votre numéro de téléphone, on vous rappelle tout de suite. Et elle me dit oh pardon Marjolaine, je savais pas que j'avais affaire à un humain, je suis désolée, sinon j'aurais parlé différemment. Oh, c'est donc super voilà, chou. c'est très mignon, et en tout cas voilà, ça prouve que nous on est toujours derrière derrière les bots, etc. Il y a pas de bots en l'occurrence, c'est vraiment des humains. Donc ils peuvent chatter avec toi s'ils veulent, ouais. Mais le mieux ça reste LinkedIn, mais évidemment il y a plein de moyens de me contacter, prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne depuis LinkedIn, ça marche très bien aussi. Et si tu peux me donner une URL ou une adresse de contact, je vous la mets en description de la vidéo, c'est avec plaisir. Super. Merci beaucoup Marjolaine, c'était génial de m'accueillir ici, puis j'ai trouvé l'épisode passionnant avec toi. Merci beaucoup Tony. Merci à vous, si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout et que vous êtes passionné par l'hôtellerie, les innovations, comment est-ce qu'on peut améliorer notre industrie, n'hésitez pas à like, à mettre un petit commentaire, même si c'est juste un petit coucou Marjolaine, on adore ta checklist. Et avec plaisir. Voilà, et à vous abonner. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.